allons écouter les recommandations, si vous restez encore parmi nous, de Maître Manguin et de M. Pitou Roland Chomongo, des recommandations aux autorités nationales, aux acteurs armés, aux ONG, aux agences humanitaires et à la communauté internationale. Donc, nous donnons la parole à M. Pitou Chomongo. Ok, merci. Avant de répondre, voilà, de vous présenter des recommandations, on a pris un peu de temps. Hein. Je ne sais pas s'il y a des questions, qu'on fasse vivre un peu la salle, et comme ça, à la fin, pour clôturer, on pourra faire des recommandations. J'ai une suggestion, je propose, hein, qu'on puisse vous permettre aussi... voilà. Ouais, voilà, il y a un micro sans fil. Donc, du coup, voilà, il y a des questions forcément. Le micro est là. On vous laisse un peu pour faire vivre un peu la salle. Voilà, merci. Je demanderai juste de lever la main, de vous présenter et puis de poser votre question. Merci. Oui, monsieur. Ok. Merci pour la parole. Je suis Magloire Mouimo, journaliste d'Actu 26. C'est un média en ligne et puis je suis présentateur de plusieurs émissions sur YouTube, Télé Chabat. Monsieur Magloire, pouvez-vous vous lever, vous tourner par là pour la caméra? Désolé. Voilà. La caméra est derrière vous. Ah, ok. Excusez. J'ai 3 préoccupations. La première, c'est sur la méthodologie de l'enquête. Question à vous, la diaspora plurielle. Pouvez-vous détailler comment la mission d'enquête a recueilli des informations et vérifié la crédibilité des témoignages, notamment dans les zones risques comme Kamanyola et Minembwe, pendant qu'il y a des affrontements entre les belligérants. Deuxième question, c'est sur la responsabilité et l'impunité. Quelles sont les principales responsabilités que vous avez identifiées dans ces exactions et quelles mesures concrètes proposez-vous pour que les auteurs soient traduits en justice, malgré que vous dites vos plaintes n'aboutissent pas? Et pour terminer, dans votre rapport, vous avez parlé et condamné le Burundi, mais vous n'avez pas condamné le Rwanda, qui est cité par les Nations Unies dans plusieurs rapports. Quelle est la responsabilité du Rwanda dans ce qui se passe à Minembwe, Kamanyola et partout à l'est de la République? Merci. Vous voulez qu'on prenne 3 questions, répondre ou je réponds? Voilà, par rapport à la méthodologie, c'est simple. Voilà. Donc notre enquête, c'est vraiment, on est parti sur une initiative associative des acteurs des droits humains. Une initiative associative des acteurs des droits humains. Donc voilà, on a pris le risque. Vous remarquerez par rapport aux documents audiovisuels, nous avons été d'abord à Kamanyola, puis nous nous sommes rendus à Nyarushishi. Nyarushishi, c'est pas en RDC. Nyarushishi, c'est au Rwanda, à Ruzizi. C'est dans la région de l'ouest du Rwanda. C'est là où il y avait pratiquement 1 millier de Congolais qui étaient en réfugié. Donc on est parti discuter avec eux, échanger par rapport à la situation. Ça, on l'a assis sur le média. Ça, on a appris comme vous sur les réseaux sociaux. Il y a un nombre important de Congolais qui se sont déplacés et qui sont dans un camp de réfugiés à Nyarushishi et tout ça. On a fait un courrier. C'est moi qui ai rédigé le courrier derrière. J'étais à Goma. On a travaillé, on était en groupe en train de travailler. On a fait un courrier aux autorités rwandaises pour que nous puissions avoir accès. Il y a la traçabilité du courrier. Je peux le mettre en ligne ou je pourrais vous le donner si vous voulez. Et nous sommes rendus. Voilà. On est arrivé sur le site du camp de réfugiés de Nyarushishi. Il y avait le haut commissariat de réfugiés, il y a le CICR sur place. Et il y avait aussi dans la foulée, je crois, l'agence France Presse qui était là aussi. Donc nous avons interviewé les compatriotes. On a des reportages. Ce n'est pas forcément ce qu'on a mis. Hein. Dans un premier temps, on a préféré
vu que c'est des témoignages quand même qui relatent les faits et qui citent les responsabilités et tout ça, certaines personnes, on a préféré plutôt les mettre à l'abri parce que la situation sécuritaire n'est pas encore assurée pour qu'on les laisse exposer comme ça dans des vidéos. Donc du coup, il y a eu des interrogations. On est parti sur une fiche technique des questions. Vous le remarquerez, c'est les mêmes questions qu'on a posées à tout le monde. Et on a eu des réponses, en tout cas notamment sur les informations générales, l'origine, où venaient les bombardements, comment ça s'est fait, est-ce qu'ils ont détruit tel endroit et tout ça. Tout ça, vous l'avez dans le rapport, vous le remarquerez. Donc c'est vraiment des questions, une fiche technique avec des questions. Et la plupart des gens qu'on a interrogés, c'est les Congolais. C'est des gens qui ont fui carrément les bombardements, notamment à Kamanyol. À Uvira, ça a été pareil. Nous avons d'abord, parce que oui, c'était après 2 jours de la libération de Uvira, mais la circulation y était. Mais vous prenez le risque de circuler, vous assumez la responsabilité. Voilà. Donc, pareil, à Kamanyol, il y avait des crépitements. Mais on a pris le risque. Parce qu'on voulait y aller. Et on est des Congolais, on a un document qui nous permet de circuler, de rentrer à la frontière congolaise. Vous rentrez dans la frontière congolaise. Donc il y en a un qui sortait, qui avait encore des affaires qui partaient, et il y en a un qui prenait les risques. Nous, on a pris le risque d'aller se renseigner. Et quand vous arrivez comme ça, vous parlez lingala comme moi, on vous donne l'accès. J'ai peut-être une forme d'une personne qui ne vit pas forcément en Afrique, peut-être, puisqu'il disait... je suis venu de la France, tout ça, ben voilà, je suis venu voir. Ah, vous êtes venu voir, venez voir. Donc on a fait avec nos téléphones et tout ça, c'est comme ça qu'on a fait. Mais la fiche technique, on est outillé. Hein? Ce n'est pas une première enquête qu'on fasse dans ce sens-là. On s'est outillé, on avait des questions techniques bien préparées. Donc on a interrogé les mêmes questions à Nyarushishi et les mêmes personnes qui nous ont donné des adresses. On est allé sur place à Kamanyola. Vous avez vu des reportages. Donc voilà, donc il n'y a rien de plus pour vous dire sur la méthodologie. Donc c'est plutôt partout sur les enquêtes. D'abord les entretiens directs, enquête sur le terrain, entretien individuel, entretien collectif, les acteurs locaux, le monsieur qui nous ont conduits, qui nous ont accompagnés, ils sont des acteurs locaux, des gens qui vivent, qui connaissent l'endroit et tout avec le risque, ils ont accepté. Les humanitaires, il n'y en avait pas. Donc voilà, donc ça, en tout cas les côtés méthodologiques, les humanitaires, il n'y en avait pas. Donc on était le seul à faire ces rapports-là parce que nous, on a pris le risque. Il y avait des crépitements, et quand on circulait, on voyait, il y avait des cadavres burundais qui étaient encore là, par terre et tout ça. Ça, je vous l'ai dit. Et il y avait nos militaires qui ont tout enlevé et tout, des gilets pare-balles et tout par terre. Personne n'a ramassé rien du tout, et on voyait la Croix-Rouge encercler le décès, machin et tout. Ça, on l'a vu. Parce que la Croix-Rouge y était aussi, c'est des Croix-Rouges congolais, j'imagine, parce qu'ils étaient tous... voilà, c'est des Noirs, si vous voulez, hein, pour faire un peu simple. Donc, il y a des gens qui ont pris des risques d'opérer, malgré les crépitements, malgré la situation. Donc, nous, on a fait les jobs aussi de la même façon. Hein, donc, voilà. Donc, à Uvira, pareil, les reportages que vous avez vus, c'est des quartiers connus. Voilà, c'est des quartiers du Banyamulenge, privés d'eau. Il y a une fontaine d'eau qui est dans le coin, mais ils n'avaient pas le droit d'accéder. Et qui menaçait, c'est un pasteur. Une église qui est juste à deux pas, et à la sortie de l'église, il y a une fontaine d'eau à Uvira. Les gens qui connaissent, il y a la dame, toutes les personnes qui ont parlé à l'extérieur là. Vous avez vu, il y avait, c'est pas une affiche et tout. Il y a une église, un grand pasteur très connu à Uvira. Et donc ses disciples étaient là, empêchaient les Banyamulenge d'aller épuiser l'eau. Donc on est dans des situations où, on voit des choses, on interroge, on enquête, les gens sont libres. Après, il y en a, la situation est encore fragile, avec des hésitations pour témoigner, pour faire des éléments. On a gardé un peu l'anonymat, il y a une traçabilité. Et nous sommes prêts à le mettre à la disposition à qui veut l'exploiter. Hein? Donc voilà, sur ce point-là, on ne va pas perdre trop de temps, mais revenez sur les responsabilités. Oui, nous avons identifié des responsables. Le premier responsable dans l'histoire, on pensait peut-être revenir sur la responsabilité technique dans le monde plus tard, mais on pourra vous le faire. Le premier responsable dans l'histoire, c'est le président Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui, notamment à Luvungi, parce qu'à Luvungi, c'était en fait la coalition, les forces coalisées. Donc les Ouazalendo, FDLR et le FARDC et certains militaires burundais. Quand on a dit qu'il y avait des cadavres de militaires burundais, c'était à Luvungi qu'on a vu ça. Et le bombardement, Luvungi, pardon, excusez-moi, Luvungi.
Et si vous regardez les bombardements en fait de Kamanyola provenaient du Burundi. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est les populations qui l'ont dit clairement. Et c'était voulu, c'était ciblé parce qu'il fallait créer une crise humanitaire pour que la communauté internationale intervienne et empêcher l'avancée de l'FCM23. L'idée, c'était ça, en fait. On bombarde la population, la situation reste comme ça dans le statu quo. On va mettre la pression, ils ne pourront plus avancer, ils vont s'arrêter. Parce qu'on était dans une zone civile. Moi, j'y étais, on n'a pas eu peur parce que, bon, après les bombardements, une fois les bombardements arrêtés, les gens pouvaient faire leur vie tranquillement. C'était une zone civile. Ce n'est pas une zone d'opération parce que le FCM23 n'y était pas dans cette zone-là, même si la zone est contrôlée par l'FC depuis le mois de février. Donc, ça, c'était un point. Et après, notamment pour Minembwe, on est dans la même situation. Le blocus encerclait la ville, les personnes qui ont pu s'échapper, qui étaient à l'intérieur, nous ont documenté. Nous avons dit tantôt qu'il y a encore des enquêtes qui se poursuivent, notamment à Massissi, notamment à Makobola. Donc voilà, il y a des situations voulues. Hein, là où la population Tutsi, on a ciblé. On regarde bien là où il y a des bombardements vraiment ciblés, là où il y a machin. Généralement, c'est là où la population, soit Tutsi ou Banyamulenge ou Barundi, vivent. Voilà, donc c'est le constat. Si vous regardez dans la carte, vous vous trouvez tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, qui sont majoritairement dans le haut plateau, à Massissi, machin et tout, vous allez vite vous rendre compte. Voilà, à Kamanyola, par contre, les motivations, c'était plutôt, c'est plus la frontière avec le Rwanda. Donc c'était une frontière avec le Rwanda. Maintenant, sur la troisième partie, la responsabilité du Rwanda. Le Rwanda ne contrôle pas la partie sud de la République démocratique du Congo. La partie sud, en tout cas la grande partie, la zone d'influence de la partie sud est gérée par le Burundi. Et l'idée, le Rwanda, en tout cas sur la situation actuelle, la responsabilité du Rwanda, je ne peux pas, à quelle échelle dois-je le positionner. D'autant plus que moi, j'ai été sur place, à moins que les militaires rwandais se déguisent en Congolais, mais j'ai su quand même faire la part des choses entre les Kinyarwanda parlés au Congo et les Kinyarwanda parlés au Rwanda. En gros, c'est le même peuple, parce que l'Est du Congo, avant la frontière coloniale, faisait qu'un pays. Voilà, avec des origines, avec d'autres associés. Mais il y a la particularité. Une personne qui parle Kinyarwanda du Rwanda peut comprendre le Kinyarwanda du Congo, mais avec des nuances, avec des accents qui changent, comme le français belge et le français français. Donc on sait faire la part des choses. Donc sur ce point-là, quand les gens arrivent, ils disent oui, ben voilà, il y a tel militaire, machin et tout, peut-être les gens font allusion, peut-être aux faciès, peut-être à d'autres raisons, parce qu'ils veulent imposer. J'ai cité la source. Oui, mais la source aujourd'hui, non, vraiment, on remet ça en question. Ça fait 2 fois que je fais faire un déplacement à Goma, que ce soit à Goma, Sud Kivu. Je n'ai jamais vu les Nations Unies se promener seules. Je parlais dans le Sud Kivu, je n'ai pas vu le plan. Bon, on va me dire, oui, les Nations Unies ont recruté peut-être voilà, les populations doivent entrer, mais voilà. Mais des Nations Unies, quand tu circules, ils sont dans des véhicules des Nations Unies. Au Sud Kivu, il n'y en a pas. Je dis, je vis le CICR, voilà, au Nord Kivu, quand tu se promènes, c'est en char, des blindés. Donc voilà, c'est des choses que moi j'ai vécues. Voilà, merci. Merci. Peut-être, si c'est possible, de combiner, de prendre Pichou, oui, les 3 personnes qui s'y peuvent poser leurs questions. Caméra, s'il vous plaît. La caméra. Merci beaucoup. Mon nom, je m'appelle. Je tourne comme ça. Alors, je m'appelle Josaphat Moussamba. Je suis doctorant à l'Université des Gants. Je suis chercheur, j'étudie les groupes armés à l'est du Congo. J'étudie à l'Université des Gants. Je suis né à Bukavu, j'ai grandi à Ouvira et j'étudie le conflit dans le plateau et à Nitouré. Je viens de lire les rapports, mais on aura le temps de les relire en profondeur pour relever certains éléments. Mais merci d'abord d'avoir fait ce travail. Et le premier collègue a parlé de la question méthodologique. Je ne voudrais pas revenir là-dessus parce que, bon, ça c'est un rapport des acteurs humanitaires, mais au niveau méthodologique, dans la théorie de la méthodologie, il y a beaucoup d'éléments à en parler. Les éléments, ça, on ne va pas rentrer. Mais la première question que j'aimerais poser, le maître qui a parlé du droit international humanitaire, un conflit armé qui oppose des acteurs armés et des groupes armés. Je parle comme scientifique.
AFC M23, c'est un groupe armé autant que les autres. Et les combats des Kamanyola, tel qu'on a suivi, ça a opposé la coalition gouvernementale, comme vous avez dit, et l'AFC M23. Et on a rapporté aussi des tirs, des drones kamikazes qui ont tué des militaires à Luvungi, du côté de l'AFC M23, et on parle des alliés rwandais. Et est-ce que vous n'avez pas vu des éléments là-dessus quand vous partiez à Luvungi Regardez la caméra, s'il vous plaît. Alors, est-ce que l'équipe n'a pas regardé quelques éléments quand ils sont passés à Luvungi, à Mutaroule, à Luberizi, à Sangé? Ça, c'est la première question. Mais la deuxième, elle revient. Il y a d'autres rapports qui disent que à l'entrée d'Ouvira, on a tué des gens. Est-ce que l'équipe n'a pas eu quelques éléments là-dessus? Alors, pour finir, j'ai quelques observations au niveau des... Lorsque les enquêteurs parlent, ils disent qu'il n'y a pas eu d'acteurs humanitaires. Je pense que c'est un argument qu'on aimerait, justement, peut-être dans le suite des autres rapports, relativiser. Pour la simple raison qu'on est ici en Belgique. La Croix-Rouge de la Belgique, c'est déjà un acteur humanitaire. Et au Congo, la Croix-Rouge congolaise, elle est là, c'est un acteur humanitaire et elle agit. Donc, le CICR est là, y compris donne des soins aux rebelles, autant des FCM23 que des rebelles du Tugano dans le plateau. Donc, ce serait un argument à relativiser. Enfin, c'est une question que je veux poser. Par contre, moi, j'étudie aussi ce conflit dans le plateau. J'ai travaillé à Bijombo, j'ai été à Kirungu, à Munanira. Et c'est vrai ce que vous avez dit. Depuis 2017, il y a ce qu'on appelle les blocus. Mais, est-ce que dans les rapports, les communautés que vous avez rencontrées vous ont dit que depuis 2022, 23 et même 24, les Banyamulenge étaient accompagnés, convoyés par la force burundaise à partir de Minembwe, Muramvia, Kirungu, Kashekewe et Uvira, et ils étaient accompagnés aussi par les autodéfenses dans cette même axe que moi personnellement j'ai vécu ça. Est-ce qu'ils vous ont dit ça? Je ne suis pas informé de ça. Déjà, je vous dis en toute honnêteté, je ne sais pas ce que vous avez fait d'éléments là, mais je remets un petit peu en doute, parce que la relation qu'il y a entre le Burundais qui interviennent, c'est plutôt les Hutus burundais qui sont dans une démarche de suprématie. Oui. Ça va revenir. Le micro va vous revenir. Le micro va vous revenir. Il faudrait qu'on voit sur la caméra. La caméra. Bonsoir tout le monde. En fait, voilà. Mettez-vous peut-être dans l'année et si vous voulez bien, vous tournez vers la caméra. Voilà, bonsoir. En tout cas, moi, j'interviens. Je m'appelle Dido Lakama. Je suis acteur de la société civile ici dans la diaspora. Je lutte énormément pour des droits humains et de l'homme. Et voilà, j'ai appris la réunion d'aujourd'hui et j'ai quand même voulu écouter, voir qu'est-ce que vous disiez. Bon, en fait, vous parlez de société civile et j'aurais voulu plus de neutralité. J'ai entendu un peu trop d'accusations qui vont que sur un sens. Et vous voulez, ce que moi je ne veux pas en tout cas, c'est que la diaspora soit manipulée dans des conflits armés et qu'on puisse importer les conflits qui font déjà beaucoup de dégâts ici en Belgique. J'aurais voulu entendre plus d'équivalence en disant que effectivement peut-être qu'il y a eu des incidents ou des crimes d'un côté, mais j'aurais aussi voulu entendre qu'on cite aussi de l'autre côté. Parce que vous parlez d'humanitaire, j'ai fait, je pense, en 2024, plus de 8 mois justement dans les zones du Sud Kivu, du Nord Kivu, dans des aides humanitaires où on a donné 40 tonnes de dons qu'on a récoltés ici en Belgique et qu'on a emmenés au Congo pour aider les populations. Donc je connais un peu la situation, il y en a toujours des contacts et des relais sur place. Ce qui m'étonne dans votre rapport, je vais le lire et en tout cas je vous remercie d'avoir fait un rapport, c'est déjà bien, mais ce qui m'étonne et ce qu'on ne veut pas, c'est cette manipulation qu'on voit souvent dans toutes les guerres dans le monde entier. En fait, la population congolaise et la diaspora a besoin, et la communauté internationale a besoin de personnes qui arrivent avec une neutralité. On ne veut pas mettre en avant une ou deux personnes, on veut juste de la justice et de la paix. Les populations souffrent et meurent tous les jours. Mais dans votre rapport et dans vos discours, j'entends qu'une accusation, notamment du Burundi, pourtant moi j'ai un rapport différent, où justement j'ai été au Burundi et je vais retourner dans quelques jours pour dire qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont réfugiés au Burundi, comme il y a des réfugiés bien sûr au Rwanda et aussi en Ouganda. Donc j'aurais voulu entendre un peu plus de partialité. Et en fait, ce qui m'étonne, en fait, on parle souvent de cet accord de paix qu'il y a eu. Et
la prise d'Ovira, que vous appelez libération, donc c'est déjà le mot que vous utilisez. Je n'ai pas utilisé ce terme. Non. C'est pas grave, vous réécouterez, et vous, peut-être que c'est un réflexe que vous savez. Oui, mais justement, ce réflexe dénomme déjà que vous n'êtes pas neutre. Et c'est ce qui me dérange, moi. Il ne faut pas dire ce que vous avez en tête. Hein. Non, oui, voilà. Ce qui vient, c'est enregistré. Non, ce qui est enregistré, c'est que vous pourrez le revoir après. C'est moi. Monsieur Didon, venez peut-être par là-bas, ça vous évitera de devoir tourner sur vous-même. C'est gentil, merci. Devant l'écran là-bas, s'il vous plaît. Voilà. Donc, moi, ce que je veux, en tout cas, c'est pas. Je ne suis pas venu ici pour casser, pour faire. Voilà. Même si pour autant, je suis révolté par rapport à tous les drames qui se passent dans mon pays. Je suis un peu comme vous, je suis choqué, j'aimerais. Et aujourd'hui, on est le 16 janvier. Ce n'est pas une date anodine. C'est le jour de l'assassinat de Kabila Père. Posez-nous des questions. Réfléchissons un peu à qu'est-ce que ça nous enseigne en fait. Il y a quelqu'un qui est mort, qui était congolais, je pense, qui à un moment donné a voulu se soulever pour retirer le président Mobutu qui était à l'époque. Il était entouré, il était accompagné de l'armée rwandaise et de l'armée ougandaise. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Quelles sont les conséquences de ça? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on essaie de revivre la même chose. Des fois, le peuple congolais a une mémoire très très courte. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé il y a quelque temps. Les mêmes acteurs, donc Kabila Père, congolais, a été soutenu, appuyé militairement par les Ougandais et par les Rwandais. Personne ne peut le contester. J'étais à Kisangani, j'ai vu les drames de la guerre des 6 jours, des 4 jours, des 3 jours, j'ai vu ça. Et ce sont les populations congolaises qui meurent. Moi, ce que j'attends des Congolais aujourd'hui, c'est de prendre conscience et de ne pas être toujours dans l'émotion. Vous avez parlé aussi des intérêts économiques, et en fait, ce qu'on vit, c'est juste des prédations économiques. Je sais, ça vous dérange peut-être, mais s'il vous plaît, supportez ma... Merci. Ce que moi, je ne supporte pas, c'est que tout ça, c'est pour des intérêts économiques. Mais ça profite à qui? On a vu les accords de paix qui ont été signés aux États-Unis. Mais c'était signé entre les Congolais et le président rwandais. Pourquoi on a invité M. Paul Kagame? C'est parce qu'une femme m'a demandé, mais pourquoi on parle toujours du Rwanda? Et moi, je ne comprends pas, on a que sur le Rwanda. Mais moi, je pose une autre question. Mais pourquoi le Rwanda signe un accord de paix dans une guerre, dans un pays où il n'a aucune légitimité? Vous êtes d'accord avec moi? C'est la question qu'il faut se poser. Réfléchissons un peu. Pourquoi on invite le président rwandais à faire un accord de paix avec les États-Unis et le Congo pour une guerre qui se trouve au Congo, dans mon pays à moi? C'est ce que moi je ne comprends pas. Par contre, c'est des partages économiques. Donc ça veut dire qu'il y a des intérêts économiques. On n'a pas invité le président burundais, on n'a pas invité le président ougandais, qui ont aussi des rôles. Il y a d'autres présidents qui auraient dû être invités et que peut-être qu'un jour nous prendrons conscience. Maintenant, ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'on soit manipulé. Nous ne pensons pas naïfs. Ce que je veux, c'est que pour une fois qu'il y ait des gens se battent vraiment pour l'intérêt de la population congolaise. Je ne défends pas tel ou tel. Je vous dis seulement la population congolaise. Elle est meurtrie et on ne bénéficie pas des richesses de notre terre. D'autres en bénéficient. Mais les premières à bénéficier de la richesse du Congo devraient être les Congolais. Et je pense que ça, tout le monde doit être d'accord sur ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on sait que des forces armées étrangères. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a fait un accord de paix, vous vous rappelez, hein, aux États-Unis, et tout le monde a eu de l'espoir. Même pas un jour ou 2 jours après, il y a eu la chute de Uvira. Je résume. Comment ça se fait que après avoir signé un accord de paix, et dans 6 mois aujourd'hui on signe un accord de paix avec vous, mais le lendemain ou deux jours après, je renvoyais une terre, une ville qui était importante, que c'était, vous l'avez dit vous-même, c'était la ville où, pour le Sud Kivu, les autorités étaient venues mettre leur base. Est-ce que c'est eux qui géraient? J'ai pas dit ça non plus. Hein. Là, franchement. Moi, j'ai beaucoup écouté parce que j'ai vraiment fait attention. Uvira, c'était la capitale du Sud Kivu. Non, c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas dit, c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas dit, on est tous des experts du Congo, on est tellement touchés par ce qui se passe. Maintenant, cette ville a été prise par qui? Eux, ils sont fuis. Est-ce que les personnes qui fuient bombardent où ils fuient, ou en général, c'est ceux qui arrivent qui bombardent? Donc, par rapport au bombardement qu'il y a eu, moi, en tout cas, avec mes informations que j'ai aussi de mon côté, et on aurait pu se croiser là-bas, parce que vous dites qu'il n'y a pas d'humanitaire, il y a beaucoup d'humanitaires qui sont sur place, des civils aussi, qui se cachent. On se croisera peut-être un jour. Ce qui m'intéresse, moi, c'est... Je résume et je termine sur ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de dire une certaine vérité. Uvira est tombé après avoir signé des accords de paix. Comment ça se fait que si on fait un accord de paix, qu'on continue à faire des déplacements militaires et stratégiques? C'est ce qui m'étonne. Et c'est ce qui, moi, m'étonne que vous, ça ne vous étonne même pas.
On signe aujourd'hui, 2 jours plus tard, on prend une ville comme Uvira. Voilà. Mais Merci, monsieur Débat. Voilà. La question de monsieur qui est là, et ensuite... Oui, on va répondre parce que c'est... Voilà, on va donner la... Je me mets là pour... Ben, restez là. Je voudrais dire un mot parce que je voudrais aussi me situer dans ce débat. C'est très important que vous l'entendiez. Moi, je suis un avocat du premier cheveu jusqu'au bout des pieds. Ce qui veut dire, pour être très précis, que je reçois des clients, des communautés qui me parlent, et je les défends. Donc ne me positionnez pas ailleurs. Et je précise, pour que les choses soient claires, dans la région des Grands Lacs, je suis intervenu pour les membres de la communauté burundaise victime de la répression de 2015. Au Rwanda, je suis intervenu dans des défenses, notamment sur la fameuse chute de l'avion de M. Habyarimana. Voilà. Au Katanga, j'ai été consulté par les organisations syndicales et les organisations civiles. Je me situe bien dans une position de respect de la loi et de restauration des faits. C'est très important de dire ça, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Et je trouve que c'est très important que dans le débat, les opinions des humains s'expriment, même dans la contradiction, parce que c'est de ça que peut jaillir à un moment donné la construction d'un consensus. Donc moi, je n'ai pas de problème. Je prends l'histoire de la communauté Banyamulenge. J'ai reçu des membres de la communauté qui étaient de fervents défenseurs de M. Tshisekedi, et j'ai reçu des membres de la communauté qui disaient non, nous allons plutôt soutenir l'AFC M23, et puis des gens de la communauté qui disaient tout ça ne nous intéresse pas, c'est Minembwe qui nous intéresse. Donc la réalité sociologique est variée et diverse. Par contre, ce sur quoi, à mon avis, on peut faire commun dénominateur, c'est, pour reprendre le problème, si on tue 4 femmes qui font le chemin entre Minembwe et Uvira ou Bukavu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si on a cette preuve, qu'on les rassemble et qu'on demande justice. Ça, c'est mon job. Et c'est important. Et deuxièmement, c'est de réfléchir sur la question, quel est le légitime porté par le légal? Parce que derrière le légal se pose la question du légitime. Si vous avez une législation anticorruption, ce n'est pas une législation qui a été construite pour faire semblant, c'est une législation qui est construite pour que les acteurs économiques ne pervertissent pas les acteurs politiques et que les acteurs politiques ne soient pas pervertis. Et donc, je prends la question d'Uvira que vous avez posée, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'AFC M23 qui a violé le cessez-le-feu, ou est-ce que les FRDC avaient commencé des bombardements sur Minembwe auparavant? Pour être honnête, je n'ai pas analysé de façon approfondie la question, mais c'est clair qu'au fond, il faut un historien qui, à un moment donné, analyse étape par étape les éléments factuels et confronte les logiques politiques qui sont en présence. Et ces logiques politiques, c'est des logiques de prise de pouvoir, de survie de communauté, de lutte syndicale. Et comment on peut se rattacher à des systèmes de valeurs. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, pour bien expliquer que notre collectif, c'est pas simple. Parce que je vais vous dire aussi une chose. Moi, j'ai vu, par exemple,
j'ai vu la communauté Banyamulenge vraiment basculer contre le pouvoir de Kinshasa au fur et à mesure où sa voix n'était pas entendue. Je vois très très bien la composition, par exemple, ce qui est une question très importante, quelle est la composition sociale de la direction de la FCM 23? Est-ce que c'est uniquement des Tutsis? Est-ce que c'est des Tutsis proches de Kigali? Est-ce qu'il y a des Nandais? Est-ce qu'il y a des Hutus? Etc. Donc cette question de la sociologie politique, c'est pas mon job, mais c'est une question qui a du sens. Et je trouve, si je peux dire de mon regard à moi d'homme, que si on postule de façon incontournable l'unité de l'État congolais et des communautés qui le composent, après, il faut poser de façon incontournable la convivialité. Je crois que ça, c'est quelque chose d'incontournable dans ce schéma-là. Et puis, la façon avec laquelle politiquement ça se construit, mais ça dépasse l'avocat. Ça, c'est vraiment entre les mains des peuples. Et on sait que l'histoire, c'est quelque chose d'incroyable, difficile. Moi, j'ai suivi les événements de 2015 au Burundi. Le grand élan populaire contre le troisième mandat, où il y avait des manifestations, des grèves, etc. C'était très intéressant. Et puis la façon avec laquelle ça a été réprimé au moment où il y a eu ce coup d'État qui a échoué, coup d'État qui n'était pas en lien avec l'action de la population civile, mais que la population civile soutenait. Et donc, parce que la population civile, voyant ça, a soutenu, elle a été réprimée 3 fois plus après. Et depuis lors, on vit quand même dans quelque chose de très compliqué au Burundi. Il faut espérer que les choses évoluent et qu'on revienne à plus d'état de droit. Voilà, c'est tout ça que je voulais vous dire parce que c'est peut-être le vieux qui parle. Hein. Je suis pour l'éloge de la nuance. Voilà. Oui, monsieur voilà. Je vais essayer de rebondir un peu parce qu'il y a quand même des points qui ont été évoqués par notre frère Dido. On va essayer d'éclairer un petit peu pour éviter voilà, ces malentendus. Donc, voilà. Donc là, on est dans un cadre qui n'est pas politique. Voilà. Après, s'il faut donner des responsabilités du Rwanda, du Congo, du Burundi, ça, on peut le faire. Est-ce que sur le cadre adapté pour faire ça, on est venu présenter un rapport? Un rapport d'enquête qui nous a permis de dire ce qu'on a vu. Est-ce qu'on doit fermer la bouche, ne pas dire ce qu'on a vu? Non. On a dit ce qu'on a vu. Maintenant, oui, effectivement, là où nous étions, c'est une zone sous l'autorité de l'FCM 23, l'autorité de fait. On a été à Kamano, c'est Kamano-là, c'était contrôlé au moment du bombardement par l'FCM 23. Donc on a vu nos populations se réfugier au Rwanda, on est parti se renseigner et voir ce qui s'est passé. On a vu des bombardements, on a tous suivi comment c'était des bombardements violents, mais voilà, ce qui a animé, c'était une zone civile, on est tous informés, on y part, vous partez, vous avez ramené 400 tonnes, nous on a ramené 600 kilos de médicaments, rien que pour l'hôpital de référence de Kibumba, parce que tout a été détruit et que c'était compliqué pour les retourner et tout. Chacun essaie de faire de son mieux, tant mieux, c'est bien. C'est pour l'intérêt de nos populations. Maintenant, la réalité est qu'au nord et sud Kivu sont des zones qui sont contrôlées par la FCM 23. Donc nous y étions, nous aujourd'hui, n'importe qui peut y aller, peut accéder, c'est pas non plus une zone qui est fermée, machin et tout. On a enquêté, on est parti au Rwanda. Au moment où on est en train de parler, on a une équipe qui est à Bujumbura. Voilà, on a identifié, je crois, 9 sites et tout. Et donc voilà. Donc ça, il y a des enquêtes. À Makambo, là, pareil. Il y a eu des bombardements parce que jusque-là, il n'y a eu aucun rapport sur des négociations des exactions, en tout cas commises, ou le blocus des mineurs. Mais personne n'en parlait. Je n'ai pas vu un rapport des Nations Unies par rapport à ça. Je n'ai pas vu le rapport des Nations Unies par rapport au bombardement des Kamanoula. Je n'ai pas vu le rapport des Nations Unies concernant le massacre à Makobola. Je n'ai pas vu les rapports des Nations Unies concernant le massacre à Massissi. Je n'ai pas vu les rapports des Nations Unies contre les exactions aujourd'hui dans le Haut-Plateau. Mais pour dire qu'est-ce que moi je vis je profite de l'occasion pour répondre aux compatriotes. À Ouvira, moi, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de bombardement.
Il y a pas, oui, je vous dis clairement, il ne s'est rien passé à Uvira Centre. Hein, on fasse la part des choses entre les territoires d'Uvira et Uvira Centre. Uvira Centre, il n'y a pas eu d'affrontement. Je vous dis que j'ai été, les vidéos sont là, il n'y a pas eu de bombardement. Maintenant, la question, il n'y a pas eu d'affrontement. Déjà entre la route qui mène vers Uvira, si vous arrivez, vous remarquerez des tenues militaires de FARDC. Ils n'ont pas voulu se battre. Le peu de FARDC qu'on a vu à Luvungi et ce qu'on a vu à Kamona, on dit clairement qu'à un moment donné, ils ne voulaient pas obtempérer les ordres émanant du Burundi. Ça, c'est écrit, c'est notifié, et la personne est encore à vie, on a le mécano, on a tout ce qu'il faut. Mais maintenant, on n'a pas mis dans le rapport parce que c'est sensible, parce qu'il a, voilà, on ne l'a pas mis. Donc voilà, nous, c'est la réalité que nous avons vue, parce qu'on a été à Goma. On a été à Goma à plusieurs reprises. Quand on voit les Nations Unies publier des rapports, on a été à Kibumba. Ah, moi, je fais des demandes des aides humanitaires dans des organisations internationales, que ce soit en France. Là, je profite même pour saluer Tilip, la pharmacie humanitaire, la Médecins sans frontières, qui nous ont donné. Mais dans certaines organisations, il faut le mandat du docteur Mukwege pour qu'on puisse accorder des aides humanitaires. Permettez-moi de le dire. Est-ce que vous pouvez justifier aujourd'hui, il y a des massacres et tout ce qu'il y a eu dans le Sud Kivu, et il n'y a aucune aide humanitaire? La France a parlé, ils ont organisé une conférence à Paris où toutes les puissances étaient venues pour parler de l'humanitaire. Où est-ce que nous en sommes? Donc si on commence à donner des responsabilités, on ira plus loin. On va se rendre compte qu'aujourd'hui, aucune puissance économique occidentale est pour qu'il y ait la paix dans le Grand Lac. Et du coup, au-delà de ça, la mort de Mouzé Kabila, est-ce que c'est le Rwanda qui est derrière ou c'est les puissances économiques qui n'ont pas été d'accord par rapport aux discussions économiques et conformes? Je n'en sais pas. On n'est pas dans un débat politique et on ne veut pas rentrer dans ces débats-là. Nous, on veut rester sur le fait humanitaire que nous avons vu. Après, si vous voulez qu'on fasse un débat politique et diplomatique sur les enjeux régionaux, on peut le faire dans un autre cadre. Mais gardons l'esprit, dénonçons ce qui s'est passé, que ce soit seulement dans la partie ouest qui est contrôlée par l'FCM23. Il y a d'autres amis qui iront plus loin et pourront articuler encore davantage si ce qui se passe à l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Hein? Qu'on nuance un peu la neutralité y est dans les rapports parce qu'on est dans une dynamique où on a fait ce qu'on avait fait et on a rapporté exactement ce qui a été dit. Merci. D'accord avec vous, mais juste par rapport à l'humanitaire, excusez-moi, excusez-moi, l'humanitaire est de la politique. C'est-à-dire que si jamais les politiciens ne font pas leur travail de politiciens, nous les humanitaires ne pouvons pas travailler notre humanitaire. C'est important que nous le disions. C'est-à-dire qu'en tant qu'avocat, vous savez qu'il y a des circonstances. C'est-à-dire que toutes les circonstances définissent les faits. C'est-à-dire que s'il y a des circonstances qui font que vous m'agressez, je ne peux que me défendre. La conclusion, c'est quoi? C'est de demander une conférence humanitaire. Nous, ce qu'on est en train de préconiser et tout ça, demander une conférence humanitaire internationale dans la région. Parce qu'il y a un réel besoin. Ce n'est pas à Paris, ce n'est pas à Bruxelles, ce n'est pas, je ne sais pas moi, aux États-Unis qu'on va commencer à décider sur l'aide humanitaire apportée. Et nous relevons le fait, nous dénonçons le silence de la communauté internationale. Les rapports est aussi une manière de donner la voix, de dire ce qui se passe là où personne n'a envie d'y aller, et après on met ça en lumière. Le temps nous est compté, M. Dito. Excusez-moi, le silence, c'est important, le silence des Nations Unies, il a commencé maintenant ou ça fait depuis combien d'années? Ça fait combien de centaines de millions? On a 10 millions. C'est pas maintenant que les Nations Unies se taisent. Monsieur Dito, nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes d'accord avec vous, mais on va essayer de donner la parole à tout le monde. Mais nous sommes d'accord avec vous. Donc, monsieur, si vous voulez bien, posez votre question et puis on va passer le micro à madame. Voilà, avec la veste rouge et à quelqu'un qui a demandé aussi la parole par là-bas. S'il vous plaît. J'ai pas assez du temps normalement parce que je pensais que c'était une conférence de presse où vous pouvez faire des questions et j'ai vu que les faits sont établis, documentés, juridiquement qualifiables et j'ai vu aussi le droit international humanitaire. J'ai tout vu ça, mais pour moi comme journaliste, c'est très important d'identifier les responsables politiques. Et pour ça, moi, quand je veux écrire sur ça, j'ai vraiment besoin des noms. Qui tu vas faire ce plainte? Comme avocat, tu vas faire les plaintes contre qui? Tous ces noms, pour moi, c'est important pour savoir. Peut-être tu peux dire c'est humanitaire, on veut avoir tous les faits et tout ça. Et ça, je comprends bien. Mais pour moi, c'est important de vraiment mettre concrètement c'est qui sont les responsables dans cette affaire. Et une autre chose,
pour moi, c'est aussi, vous parlez des Nations Unies, vous parlez des inactions des Nations Unies. Pourquoi ces inactions des Nations Unies? Ça, je veux aussi savoir pourquoi tu dis il y a l'inaction. Merci. Merci. Voilà, Nous merci. allons prendre la question de madame. Avec la question. Caméra. Oui, bonjour, je m'appelle Patricia Kondé. Nous sommes vers l'est de Lubumbashi. Monsieur, il m'a dit que je parlais au niveau du Rwanda. Je suis congolais. Nous souffrons. On nous a mis dans la tête que c'est le Rwandais qui tue. Ça, c'est mon opinion. C'est une opinion de beaucoup de mamans. Mais là où le maman qu'on tue, je n'ai pas vu le président Kagame envoyer ses militaires aller tuer tel village, telle tribu. Il peut être complice. Je peux dire oui, M. Kagame, M. Félix, il tue les populations congolaises. Mais le premier à condamner, c'est Félix Tshisekedi. Parce que c'est notre président. C'est lui à nous défendre. Ce n'est pas M. Kagame. M. Kagame défend sa population. Il vit en paix. Et il défend sa population. Il nourrit sa population. Il vit mieux que nous. Pourtant, nous sommes riches, soi-disant. Mais M. Tshisekedi, il est où pour sa population? Nous devons arrêter Kagame. C'est dans ces termes-là que je vous ai dit. On n'a pas jugé Kagame. Est-ce que Kagame, il y a au village les enfants qui n'ont pas à manger? Kagame enferme les gens innocents qui n'ont rien fait parce qu'ils ont dit on ne veut pas Kagame? Oui, mais pas autant que Félix qui l'occupait de faire, monsieur. Je suis désolé. 99%, il a gagné. Laissez-moi terminer, c'est mon tour. C'est mon opinion. Là, moi, je me mets debout. Pourquoi? Parce que le Katanga, le Congo, l'Ouest, partout. Moi, je suis pour Nanga. Je suis Kabila qui revient au pouvoir. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, c'est mon opinion. On a tué Mouzé. Je suis très fâché. Je n'ai pas à dire qui a tué Mouzé. Parce que moi, j'ai travaillé, j'étais un enfant militaire. Mon père était militaire belge qui m'a élevé. Il connaît tout le territoire congolais. Je faisais les débats avec mon père. Il était pour Tshisekedi, pour le pouvoir. Mais avant qu'il meure, il a regretté. Il m'a donné raison. Pourquoi? Parce que le massacre, que dans les temps de Kabila, ou dans les temps de Mobutu, ce n'était pas ainsi. Mobutu pouvait être malin, mais Tshisekedi, c'est trop. Vous dites, oui, c'est Kagame. Il est là, il dit à tout le monde, Kagame. Mais il est à la main la nuit avec Kagame, il mange avec Kagame. Mais la population de Kagame ne pleure pas. Ils voyagent comme ils veulent, ils souffrent. Nous, les Congolais, notre cible, nous devons arrêter. Si on doit condamner Kagame, mais porter plainte contre Kagame. Mais pour le moment, c'est Tshisekedi. Il est occupé de tuer. Vous savez quand? Le 15, je ne sais pas quand, à Bukama. Hein? Tshisekedi, les ministres, ils sont partis dans un village. C'est pour ça que là, je suis là, je suis venu même. Tuer les innocents, soi-disant parce qu'ils sont contre le pouvoir de Tshisekedi. Il y a les images. Un militaire, il écrase un mort qui est par terre. Des bébés, les enfants que nous on met au monde. Si vous n'êtes pas dans la place des autres, moi je suis dans leur place. Et nous sommes beaucoup qu'on ne parle pas. Ça suffit de dire Kagame, ça. Tshisekedi doit partir. Trop, c'est trop. Madame Patricia, je vais... Merci, Madame Patricia. Est-ce que vous m'autorisez à me retirer? Oui, merci infiniment, Monsieur Bernard Naguin. Bon dialogue. Merci infiniment pour votre contribution. Avec du respect mutuel. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Bernard Naguin. Nous allons Je poser une question. Non, c'est pas une question, c'est pour... Monsieur, c'est pour remettre un peu... Ah oui, monsieur Après, voudrait... je vais passer le micro à monsieur.
on peut comprendre qu'il y a les émotions, on va essayer de tempérer tout ça, parce qu'on est tenu par le temps. Et prière de ceux qui vont prendre le micro après, de résumer les questions, de permettre à tout le monde de placer un mot et d'éviter qu'on tombe dans les émotions. Sinon, ça va transformer l'atmosphère de notre rencontre. Sinon, il y a encore combien de personnes qui voudraient prendre la parole? Merci. Je m'appelle Emmanuel Boula, je suis le représentant de la communauté Banyamulenge en Belgique. Nous venons de visionner les images montrant les conséquences des attaques de l'armée burundaise à Mfunge et ailleurs dans la plaine des Ruzizi. Il y a plusieurs mois, l'armée burundaise mène des attaques qui emportent des vies humaines dans les plateaux, et plus précisément à Minembwe. Je voudrais vous demander, en tant qu'enquêteur, qu'est-ce qui explique le silence de la communauté internationale face aux attaques de l'armée burundaise sur la population Banyamulenge qui est sous blocus? Et ma deuxième question, quand comptez-vous mener une mission d'enquête humanitaire à Minembwe? Merci. Merci. Y a-t-il une autre question? Voilà. Non, il n'y a pas. Par rapport à la mission d'enquête humanitaire, on est en train de voir un peu le dispositif, comment organiser, et ça doit se faire très rapidement. D'ailleurs, on a déjà des partenaires qui sont sur place, qui nous renvoient des informations ci et là, mais le rapport en tout cas va être concluant, parce qu'il y a une descente qui est prévue, même si on a nos équipes qui sont sur place, mais c'est quand même une situation très préoccupante, voilà, sur la situation du blocus des Minembwe et du bombardement sans cesse, hein, donc il faut qu'on se le dise. Donc il y a une volonté manifestée, hein, voilà, carrément d'éliminer soit une population carrément qui est sur son territoire, qui est chez elle en fait. Donc là, la volonté de faire un blocus, de tout priver et de bombarder que cette population-là, il y a carrément un acte génocidaire, il y a carrément des crimes contre l'humanité. Et ce que nous avons aussi, c'est notre devoir d'interpeller en ce moment-là la communauté internationale. Le silence de la communauté internationale nous gêne, nous choque, on est mal à l'aise en fait. Donc à tel point qu'à un moment donné, on ne comprend pas. Parce que ce bombardement-là provient du Burundi. Pourquoi seulement le Burundi qui bombarde? Pourquoi le Burundi? Est-ce qu'il y a une volonté voulue, exprès, des ventes en guerre, inciter, provoquer une réponse aussi vers le Burundi, comme ça on va embraser la région? Je n'en sais rien. Donc maintenant, c'est un travail à faire, nous les humanitaires, il faut qu'on ouvre ce réseau, il faut que tous les citoyens qui sont conscients de la situation et qui veulent que les gens vivent en paix puissent nous rejoindre dans cette lutte-là. Maintenant, il y a la question de responsabilité. Ça fait 2 personnes qui demandent à ce que nous puissions nommer les responsables et tout ça. Mais si vous lisez la page 48 de ces rapports, nous avons citer des personnes, mais je peux le faire brièvement pour ceux qui n'ont pas de rapport pour que vous puissiez avoir aussi la réponse. Donc voilà, parmi les personnalités, hein, s'il faut nommer les auteurs intellectuels et les co-auteurs intellectuels, nous avons identifié d'abord M. Antoine. Oui. Voilà, concernant les responsabilités, il y a un journaliste qui voulait entendre ça pour pouvoir rédiger son article. Donc, on va le chercher, comme ça, il aura les informations qu'il réclame. Donc, aujourd'hui, ces silences-là nous inquiètent, nous perturbent, en fait. Parce que, plus qu'il y a ces silences-là, plus le massacre continue. Voilà, pourquoi ces silences-là? Après, ici, il y a des actions qui sont prévues au siège des Nations Unies pour nous qui sommes au niveau de la Belgique. Il y a des actions qui sont prévues aux États-Unis pour qu'on puisse avoir cette réponse-là très rapidement. Donc, le secrétaire général adjoint chargé des questions humanitaires est français. Et donc, on va faire en sorte que nous puissions agir. Donc, voilà. Donc, je voulais répondre à la question des responsabilités, en tout cas présumées. Donc, là, on est vraiment sur la présomption pour Monsieur le journaliste, vous êtes devant la caméra. Vous pouvez prendre place là, s'il vous plaît? Oui, voilà. On va répondre à votre question parce qu'il n'y a pas que vous qui avez posé la question dans la salle. Il y a un autre confrère aussi, votre confrère qui a posé la même question.